Salut à tous, bande de fripons avides de sensations cinématographiques fortes et bienvenue dans cette après-séance qui sera consacrée à Nymphomaniac Volume 2 de Lars von Trier. Alors pour celles et ceux qui sont tombés sur cette vidéo sans connaître ma chaîne, sachez que j'ai déjà fait un après-séance sur le volume 1. Je vous incite donc à cliquer sur cette image qui aura pour effet de vous y amener, et si vous en avez envie de mieux contextualiser cette après-séance sur le volume 2. Et pour celles et ceux qui ont déjà vu la après-séance sur le volume 1, je vous incite à cliquer sur cette absence d'image qui aura pour effet de n'avoir aucun effet, de vous maintenir dans le présent et de vous permettre de continuer ce visionnage en toute sérénité. Allez, faites-le, c'est drôle. Bon, Autre précision, il y aura bien entendu d'énormes spoilers dans cette chronique. Comme je le disais déjà en parlant du volume 1, on ne pouvait pas savoir où Lars von Trier voulait en venir avant d'arriver à la fin du diptyque, et c'est maintenant chose faite, donc je vais devoir parler de cette fin et de ce qui s'y trame. Donc si vous n'avez pas vu le film, comme dirait l'autre, fuyez pauvre fou. Alors le film reprend exactement là où le premier s'arrêtait. Encore une fois, comme Nymphomaniac n'a pas été pensé comme un diptyque, il a pas été construit comme tel, mais il a été coupé a posteriori en deux. On reprend dans l'exacte continuité de la dernière scène du premier, comme si le visionnage avait été artificiellement interrompu. Donc au moment où Joe se rend compte qu'il n'y en a plus de sensation. Et on va donc continuer à suivre sa trajectoire de vie, dans cette tentative de concilier cette sexualité qui est considérée comme déviante par la société, cette sexualité qui est à la fois destructrice pour elle-même, puisqu'on va se rendre compte qu'elle a des séquelles physiques, mais aussi pour son entourage, concilier cette sexualité avec cette tentative de vivre une vie entre guillemets normale, ce qui est bien entendu voué à l'échec. On n'est pas dans un film de Lars von Trier pour rien. J'ai trouvé que le film réussissait à rester assez cohérent vis-à-vis de cette trajectoire de vie, même dans sa dernière partie qui est plutôt tirée par les cheveux, lorsque Joe devient une sorte de gangster qui fait cracher leurs dettes aux clients de son patron. Jamais on imaginerait le personnage de Joe dans un tel rôle, et encore moins lorsqu'elle est interprétée par Charlotte Gainsbourg avec sa petite voix fluette et sa présence physique assez fragile. Donc, grosse entorse à la rationalité quand même, mais sur un plan purement symbolique, j'ai trouvé que ça fonctionnait plutôt pas mal, parce que par sa manière de vivre sa sexualité et par tout ce qu'elle traverse, Joe est de toute manière conduite à la marge de la société. Je pense qu'il ne faut pas négliger la dimension symbolique de Nymphomaniac. Tous les personnages sont plus ou moins des archétypes littéraires. Je veux dire, Lars von Trier s'est énormément inspiré de la littérature, notamment sadienne, pour écrire ce film. Je prends l'exemple de Seligman, le vieux monsieur, qui est cette espèce de bibliothèque ambulante complètement improbable, qui va toujours de son anecdote sur telle ou telle chose, qui va toujours de son éclairage improbable sur telle ou telle zone de savoir enfouie, qui est difficilement accessible au reste du commun des mortels. C'est un archétype d'érudit très littéraire, encore une fois, ce personnage. Il est surtout là pour faire l'intermédiaire entre le récit de Joe et le spectateur, pour nous donner un angle selon lequel appréhender l'histoire et d'une certaine façon la lire. Ceci étant dit, même si je trouve ce parti pris assez justifié en théorie, dans les faits et dans mon ressenti par rapport au film, j'ai eu un peu plus de mal. J'en parlais déjà par rapport au volume 1 au niveau du phénomène de répétition, notamment dans la narration. Quand Joe voit un objet dans la pièce, par principe d'analogie, va enquiller sur un chapitre de sa vie qui a un rapport avec cet objet, et ensuite Seligman va y aller de sa petite anecdote cocasse, comme d'habitude. Et c'est comme si, dans ce volume 2, Lars von Trier avait pris conscience de ça et qu'il décidait de rire et de remettre en cause en fait ce principe de narration qui est presque trop classique pour lui. Je pense à la scène où Joe, son personnage, tacle le personnage de Seligman sur une de ses interventions quand il parle des nœuds, et qu'à la fin de son anecdote, Joe le regarde et lui dit « mais c'est votre anecdote la plus faible », d'un ton cassant. Seligman est choqué et jusqu'à la fin du film, il va vraiment lever le pied sur ce type d'anecdote, et ses interventions seront beaucoup plus centrées, beaucoup plus proches en fait de ce que lui raconte Joe. Donc c'est assez drôle, il y a une espèce de mise en abîme où Lars von Trier donne la parole au spectateur et en même temps à lui-même à travers le personnage de Joe. Mais de manière générale, j'ai trouvé que Lars von Trier intervenait beaucoup au sein de son propre film, et surtout qu'il brouillait de plus en plus la frontière qui existe entre l'auteur et son œuvre. Dans le premier volume, à un moment, il était question de sionisme et d'antisionisme, je ne sais plus exactement comment c'était formulé, mais j'ai trouvé qu'il y avait un passage un petit peu jumeau à ça dans le volume 2, quand il est question de politiquement correct, quand Joe revendique l'usage de certains mots qui sont considérés comme politiquement incorrects, parce qu'elle refuse que la société et l'histoire aient terni ces mots et lui en interdisent l'usage. Et tous ces passages ne sont bien entendu pas du tout innocents. C'est Lars von Trier qui s'adresse directement au sein de son propre film à ses spectateurs et surtout à ses détracteurs, notamment après ce fameux épisode au Festival de Cannes il y a quelques années quand il présentait Mélancolia, passage qui a vraiment fait beaucoup parler de lui. On pourrait penser que Lars von Trier se regarde le nombril et ne fait que parler finalement de lui à travers ses films. Bon, est-ce que ce n'est pas ce que tout auteur fait quelque part? Mais je pense en tout cas que dans toute l'histoire de l'art, il y a eu cette question de savoir si on pouvait faire abstraction de la vie d'un créateur pour comprendre son œuvre. Je pense que dans le cas de Lars von Trier, le doute n'est plus permis. On ne peut juste plus du tout faire abstraction de sa vie pour comprendre ses films. Mais non seulement Lars von Trier brouille les frontières entre l'auteur et l'œuvre, mais maintenant il brouille aussi les frontières entre ses propres œuvres, puisqu'il fait de l'autocitation. Je pense bien entendu à la scène où l'enfant de Joe et Jérôme, qui s'appelle Marcel, se trouve seul chez eux, il est sur le balcon et va peut-être sauter ou juste tomber. Et
c'est une citation directe du début d'Antichrist, où jouait aussi Charles Gainsbourg, elle jouait la mère dedans. Ce sont deux situations jumelles, mais qui vont avoir des dénouements différents, puisque là, par la force des choses et le hasard, Jérôme va rentrer à temps et sauver le gamin. Ça donne une impression très bizarre, comme si l'ensemble des œuvres de Lars von Trier formaient une espèce d'univers étendu, avec plein d'entrecroisements, et selon les détails, selon les hasards et selon les circonstances, ces situations vont emprunter des chemins de vie différents. Si l'enfant était tombé, peut-être que Nymphomaniac serait devenu Antichrist, on ne sait pas. Donc ça donne vraiment une sensation de chaos permanent, une sensation d'arbitraire des trajectoires de vie. Mais pour revenir aux possibles propos du film, tout ce qui m'avait laissé un petit peu circonspect dans le premier volume, puisque je ne savais pas exactement où Lars von Trier voulait en venir, ni quelle vision il portait réellement sur son sujet, et sur toute cette question de la nymphomanie, de la sexualité et des normes sociales, là, force est de constater qu'il n'arrête pas de brouiller les pistes et de constamment jouer avec ce que son film pourrait devenir, jouer constamment avec les attentes du spectateur. Tout d'abord, la nymphomanie a l'air d'être traitée comme quelque chose de foncièrement négatif, une tare, une déviance profondément mauvaise. Et ça, on le voit dans le premier volet, avec Joe qui s'autoproclame mauvaise personne, que Seligman essaie de déculpabiliser, mais qui va échouer à déculpabiliser, parce que cette conscience, en fait, de la tare et de cette certitude qu'elle est foncièrement mauvaise est tellement ancrée en Joe qu'elle refuse d'en démordre. Après, dans le deuxième film, on a un premier retournement de situation par rapport à ça, à la fin de la scène du regroupement des accros au sexe. Joe claque la porte de ce regroupement, leur dit leurs 4 vérités, et surtout met en avant sa nymphomanie comme quelque chose d'essentiel dans son identité, quelque chose qu'elle assume désormais complètement, qui est vecteur d'isolement, mais qui pourrait, une fois canalisé, devenir quelque chose de positif. Donc c'est quelque chose qu'elle affirme désormais avec fierté. Et le film, à ce moment-là, vraiment fait un revirement, il change de registre symbolique et surtout il change de vision portée sur le sexe et la nymphomanie. Puis arrive la fin du film avec un nouveau retournement de situation où la sexualité de Joe redevient quelque chose de négatif, quelque chose qui produit de la culpabilité chez elle. Donc elle décide, en cette fin de film, de tirer un trait sur cette sexualité et de mettre désormais tous ses efforts dans le fait de repousser cette sexualité, la canaliser et l'éloigner pour pouvoir mener ce qu'elle considère être une vie plus normale. Là, pour le coup, on retombe dans quelque chose de purement politiquement correct, quelque chose de beaucoup plus puritain que ce à quoi Lars von Trier nous a habitués au fil du temps, donc c'est assez surprenant. On est vraiment dans un schéma de rédemption classique, avec Joe qui va se reconstruire à travers ce qui est considéré comme les bonnes valeurs. Elle va se reconstruire notamment à travers sa nouvelle relation d'amitié avec Seligman, qui est selon elle son seul ami. Cette relation qui est avant tout fondée sur quelque chose de nouveau pour elle, c'est une relation totalement platonique, puisque Seligman est un asexué proclamé. Mais, nouveau et dernier retournement de situation, le film aurait très bien pu se terminer comme ça, mais ce n'est pas le cas, puisque Seligman revient pendant que Joe est en train de dormir, il revient la bite à la main, la bite molle à la main d'ailleurs devrais-je préciser, et il lui fait des avances sexuelles. Et Seligman qui craque, c'est le dernier bastion de la confiance et de l'innocence qui tombe pour Joe. Seligman qui va à l'encontre de ce qu'il décrivait comme son asexualité, donc qui va à l'encontre de cette possibilité d'ailleurs pour Joe, cette possibilité de reconstruire sa vie sur ces nouvelles bases qu'elle a acquises avec Seligman. Tout fout le camp. En fait, Lars von Trier a installé le politiquement correct au dernier moment pour le défoncer à la machette juste après. Et la question qui se pose, c'est est-ce que ça fait de Seligman un personnage mauvais ? Et c'est plus compliqué que ça, à mon sens. Ça fait de lui un personnage faible, un personnage faillible et beaucoup plus irresponsable qu'il n'y paraît. Mais Lars von Trier fait tout pour qu'on reste dans le doute. Avec cette scène, il est constamment sur le fil, à la limite de ce qui pourrait se transformer en tentative de viol, mais qui reste pourtant au stade d'hypothèse, puisqu'il ne nous montre pas jusqu'où va Seligman, à tous les sens du terme. Seligman ne devient pas agressif quand Joe lui oppose un refus, il reste simplement dépité, dans l'incompréhension la plus totale. Lars von Trier fait de lui une sorte d'incarnation de la zone grise chez l'être humain, même et surtout quand Joe finit par lui tirer dessus sans qu'on voit quoi que ce soit. Donc un personnage mauvais ? Pas forcément. Plutôt un idiot inconscient, puisqu'il ne trahit même pas la confiance de Joe par volonté explicite de lui faire du mal. Mais en ayant la stupidité de faire ses avances au pire moment imaginable, où Joe est la plus fragile, au moment où elle a décidé de reconstruire sa vie sur ses bases toutes fraîches, sur cette possibilité d'ailleurs que notamment Seligman lui avait apporté, il a tout détruit. Et c'est peut-être ça ce qui est émotionnellement le plus désespérant dans le cinéma de Lars von Trier, c'est qu'il n'y a pas de notion de bien ou de mal auquel se raccrocher, on n'a pas cette facilité-là. Il aurait été tellement facile de se dire que Seligman était un homme mauvais et que Joe va pouvoir rencontrer des personnes meilleures auprès desquelles se reconstruire, mais là c'est juste pas le cas. Il n'y a pas encore une fois de bien ou de mal, il y a juste l'homme, l'espèce humaine en proie à ses pulsions. Beaucoup de critiques ont reproché à von Trier cette espèce de vide moral, le fait que finalement Nymphomaniac ne raconte rien, ne prend pas position. Je pense que c'est totalement voulu en fait. Lars von Trier établit des repères moraux et des repères narratifs et les dézingue systématiquement dans la foulée pour montrer qu'au final ce qui reste c'est le chaos. Donc on n'est pas du tout dans le manichéisme ou ce que beaucoup ont voulu voir comme étant de la misogynie. Lars von Trier porte un regard désabusé sur l'humanité dans son ensemble et on est exactement dans la continuité de la scène d'Antichrist où l'animal mort se relève et dit « le chaos règne ». Lars von Trier c'est avant tout un misanthrope.
Résultat, Nymphomaniac, c'est un film que beaucoup attendaient comme étant très sulfureux, très provocateur explicitement en surface, et c'est aussi ça qui a dû en déstabiliser pas mal, parce qu'il s'avère beaucoup plus provocateur dans le fond. À titre personnel, c'est un film qui m'a moins bouleversé que Mélancolia, ça reste deux œuvres assez différentes quand même, mais Nymphomaniac m'a passionné sur pas mal d'aspects, et c'est un film qui montre, à mon sens, que bien que Lars von Trier ait l'air encore une fois très seul dans sa tête et très seul dans sa vie, il a l'air aussi d'avoir des bollocks pour plusieurs, et ce sera le mot de la fin. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Bye!